26 novembre 1504. Les chandelles vacillent dans la chambre royale de Medina del Campo. L'air est lourd, chargé d'encens et de prières murmurées. Il ne reste que 72 heures avant son dernier souffle. La souveraine Isabelle, alitée et mourante, sent la vie s'échapper lentement de son corps usé par 53 années d'existence tumultueuse. Autour d'elle, des conseillers, des religieux et des scribes attendent en silence. Elle lève sa main tremblante, décharnée par la maladie, pour signer un document qui changera le destin de millions d'âmes de l'autre côté de l'océan. Un codicille, un ajout final à son testament, car il existe quelque chose qui la tourmente profondément, quelque chose qu'elle doit absolument régler avant de comparaître devant son Créateur. Ses paroles résonnent dans la pénombre de sa chambre, chaque mot prononcé avec effort mais avec une détermination qui n'a jamais faibli. Lorsque le Saint-Siège apostolique nous a accordé les îles et terres fermes de la mer Océane, découvertes et encore à découvrir, notre plus grande aspiration, notre motivation principale a toujours été d'attirer ces peuples à notre sainte foi catholique, en envoyant des prélats, des clercs, des religieux et d'autres personnes doctes et craignant Dieu pour les instruire dans la foi, leur enseigner les bonnes coutumes et accomplir cette mission avec toute la diligence requise. Elle marque une pause, respirant avec difficulté, puis continue. Par conséquent, je supplie le roi mon seigneur et époux, et j'ordonne à la princesse ma fille et au prince son mari, qu'ils agissent ainsi et accomplissent cette volonté, que ce soit leur objectif principal, veillant à ce que les indigènes des Indes déjà conquises et celles à conquérir ne subissent aucun préjudice dans leurs biens, mais qu'ils soient traités avec justice et droiture. Et si quelque injustice leur a été causée, qu'elle soit réparée et amendée. Le scribe termine d'écrire. Isabelle appose sa signature. C'est fait. Son œuvre terrestre touche à sa fin, mais son héritage, elle le sait, ne fait que commencer. Voici la saga de la femme qui osa défier le destin lui-même. Voici la chronique d'Isabelle Ier de Castille, connue sous le nom de la catholique. Une histoire de foi, de pouvoir, de sang et de conviction inébranlable. Chapitre 1er. Racine dans l'adversité. Dans un royaume déchiré par les luttes intestines, sans harmonie ni espoir d'unité, est née une fillette destinée à transformer le cours de l'histoire à jamais. C'était le 22 avril 1451, dans la petite ville de Madrigal de Las Altas Torres. Personne, ce jour-là, n'aurait pu imaginer que cet enfant deviendrait l'une des souveraines les plus influentes de tous les temps. À seulement 3 années d'existence, la petite Isabelle devient orpheline de père. Le roi Jean II de Castille vient de mourir, et son fils aîné, issu d'un premier mariage, Henri IV, hérite de la couronne. Isabelle et son jeune frère Alphonse sont les enfants d'un second lit, né de l'union de Jean II avec Isabelle de Portugal. Leur position dans la succession est délicate, incertaine, vulnérable aux caprices des puissants. La perte du défunt monarque s'avère trop lourde à porter pour la reine veuve. Le chagrin la consume. Rapidement, celle-ci commence à montrer des signes inquiétants de déclin mental. Sa raison vacille. Ses journées se perdent dans une brume de mélancolie et de confusion. Les médecins de la cour hochent la tête gravement, mais ne peuvent rien faire. En réponse à cette situation délicate et probablement pour écarter de potentiels rivaux au trône, le nouveau roi Henri IV prend une décision qui marquera profondément l'enfance d'Isabelle. Il envoie la petite princesse, accompagnée de sa mère malade et de son jeune frère Alphonse, vivre loin des fastes de la cour et des commodités des palais royaux. Leur destination, Arévalo, un château austère perdu dans les plaines de Castille. Entourée de murailles de pierre froide et de campagnes silencieuses balayées par le vent, Isabelle grandit dans une simplicité relative. Le contraste est saisissant avec la vie luxueuse qu'elle aurait pu connaître si les circonstances avaient été différentes. Mais peut-être est-ce précisément cette adversité précoce qui forge son caractère exceptionnel. La fillette observe chaque jour la mélancolie dans le regard éteint de sa mère, consciente de la détérioration progressive et inexorable de son état mental. Elle entend ses monologues décousus, ses pleurs nocturnes, ses appels à un époux qui ne reviendra jamais. Pour une enfant, assister impuissante à cette déchéance représente un fardeau presque insupportable. Pour supporter ces moments si douloureux, pour trouver un refuge dans ce monde de tristesse,
Isabelle cherche consolation dans sa foi. Chaque matin, elle se rend à la chapelle du château. Agenouillée sur les dalles froides, elle prie avec une ferveur qui surprend même les religieux les plus âgés. Elle demande au Tout-Puissant sagesse et force. Elle supplie pour la guérison de sa mère. Elle implore la protection divine pour son frère et pour elle-même. Cette foi précoce et intense ne la quittera jamais. Elle deviendra le pilier central de son existence, la boussole qui guidera chacune de ses décisions, pour le meilleur et parfois pour le pire. Malgré leur exil doré, ou peut-être grâce à lui, Isabelle ne reste pas abandonnée à l'ignorance. Grâce à l'aide et à la supervision de nobles loyaux et de précepteurs choisis qui étaient restés fidèles à la mémoire du défunt roi Jean II, elle reçoit une éducation soignée, absolument remarquable pour une princesse de son époque. Elle étudie les principes de l'humanisme, ce nouveau courant de pensée qui souffle sur l'Europe et redécouvre les trésors de l'Antiquité. Elle apprend la grammaire castillane et le latin, langue des savants et de l'Église. Elle s'initie à la rhétorique, l'art de bien parler et de convaincre. Elle acquiert des notions de peinture, de philosophie et d'histoire. Ses maîtres lui enseignent également la musique et la broderie, accomplissement jugé essentiel pour une dame de haute naissance. Tout cela inculque en elle discipline, rigueur intellectuelle et amour du savoir. Contrairement à beaucoup de nobles de son temps, hommes comme femmes, qui méprisent les lettres et préfèrent les plaisirs de la chasse ou les intrigues de cour, Isabelle développe un véritable appétit pour la connaissance. À chaque leçon, la jeune infante manifeste une ferveur peu commune. Ses yeux s'illuminent lorsqu'on lui raconte l'histoire des grands rois du passé. Elle pose des questions pénétrantes qui déstabilisent parfois ses professeurs. Elle mémorise avec une facilité déconcertante les passages de la Bible et les chroniques des anciens royaumes. Sa foi catholique et sa soif de connaissance marchent main dans la main, s'entrelaçant pour former la trame complexe de sa personnalité. Pour Isabelle, étudier n'est pas simplement acquérir des compétences. Pratique, c'est se rapprocher de la vérité divine, comprendre le plan de Dieu pour le monde. Sans le savoir, sans pouvoir l'imaginer, elle se préparait à un destin extraordinaire. Dans ce château isolé, loin des ors et des intrigues, se forgeait une reine. Chapitre 2. Les intrigues de la cour et l'éveil politique. Les années passent. Isabelle devient une jeune femme, mais la Castille, pendant ce temps, sombre dans le chaos. Après une période d'instabilité politique croissante marquée par la faiblesse du pouvoir royal et les ambitions démesurées de la haute noblesse, le roi Henri IV, bien qu'il n'ait jamais montré le moindre intérêt affectif pour ses demi-frères et sœurs, les fait soudainement convoquer à la cour. Les raisons de cette convocation sont purement stratégiques. En ces temps incertains où chaque grand seigneur manœuvre pour accroître son pouvoir, où les rumeurs les plus folles circulent sur la virilité du roi et la légitimité de sa fille Henri, préfère garder sous son contrôle direct ses potentiels rivaux au trône. Mieux vaut les avoir sous surveillance que de les laisser devenir des figures de ralliement pour l'opposition. En arrivant à la cour vers 1461, Isabelle, alors âgée d'environ 10 ans, découvre un univers totalement nouveau, un monde aux antipodes de ce qu'elle a connu. Elle pénètre dans des salons débordant d'intrigues subtiles et de luxes ostentatoires, très différents de la vie austère et pieuse qu'elle menait jusqu'alors à Arévalo. Les dames de la cour portent des robes somptueuses et brodées de fils d'or. Les courtisans rivalisent d'esprit et de flatterie. Les banquets s'éternisent tard dans la nuit, accompagnés de musique et de divertissement. C'est un tourbillon constant d'activités, de complots et de plaisirs. Mais Isabelle apprend rapidement, avec cette intelligence aiguisée que ses années d'études ont développée, que la cour la transforme en objet de regard calculateur et de chuchotements dans les couloirs. Elle comprend, avec une lucidité précoce et douloureuse, qu'au palais elle ne représente pas une sœur qui rentre au foyer familial après une longue absence. Non. Elle est davantage un pion sur l'échiquier politique complexe de la Castille, une pièce que chacun cherche à utiliser pour son propre avantage. Les nobles l'observent, évaluant sa valeur matrimoniale, calculant quel parti ils pourraient tirer d'une alliance avec elle. Les ambassadeurs étrangers la scrutent, rapportant à leur maître des descriptions de cette jeune princesse qui pourrait un jour devenir un atout diplomatique majeur. Même le roi, son demi-frère, la considère principalement comme un instrument potentiel de sa politique.
Cette prise de conscience forge en elle une méfiance salutaire et une capacité à déchiffrer les intentions cachées derrière les sourires et les révérences. Des qualités qui lui seront indispensables dans les années à venir. Les tensions politiques dans le royaume ne tardent pas à l'envelopper directement. En 1465, la rébellion d'un groupe de nobles puissants et mécontents contre Henri IV marque le commencement de ce qui deviendra un véritable jeu de trône, une lutte impitoyable pour le pouvoir. Ces nobles, conduits par des figures comme l'archevêque de Tolède Alfonso Carrillo et le marquis de Villena Juan Pacheco, accusent Henri IV d'incompétence, de faiblesse, de laisser le royaume sombrer dans le désordre. Ils dénoncent son incapacité à gouverner, son entourage corrompu, ses décisions désastreuses. Le 5 juin 1365, se déroule un événement aussi théâtral que révélateur. La farce d'Avila. Sur une estrade dressée dans les plaines d'Avila, ces nobles rebelles mettent en scène la déposition symbolique du roi. Une effigie d'Henri IV, vêtue des insignes royaux, est publiquement dépouillée de ses attributs de pouvoir. On lui retire la couronne, le sceptre, l'épée, puis on la jette au sol, comme un monarque déchu. Immédiatement après cette mascarade, ces mêmes nobles élèvent à la place du roi, déposer l'enfant Alphonse, le jeune frère d'Isabelle, âgé de seulement 11 ans, comme nouveau roi de Castille. Évidemment, l'enfant n'est qu'un pantin entre leurs mains, un prétexte pour légitimer leur rébellion. Cet acte, bien que théâtral et dépourvu de véritable légalité, déclenche une guerre civile qui ravagera la Castille pendant plusieurs années. Le royaume se déchire. Des batailles éclatent. Le sang coule. Henri IV, humilié mais pas vaincu, conserve le soutien d'une partie significative de la noblesse et des villes. Contraint par les circonstances et cherchant à apaiser temporairement la situation, il accepte néanmoins des conditions humiliantes pour tenter de préserver son trône chancelant. Parmi ces conditions imposées par les rebelles, on trouve ironiquement une clause concernant Isabelle elle-même. On exige qu'elle s'éloigne de la cour royale et réside à l'Alcazar de Ségovie, officiellement pour sa protection, mais en réalité sous une surveillance étroite. Elle redevient ainsi prisonnière, non plus de l'isolement comme à Arévalo, mais de la méfiance politique. Durant les années suivantes, entre 1465 et 1468, le royaume de Castille demeure tragiquement divisé entre deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui jurent fidélité à Henri IV, le roi légitime mais affaibli. De l'autre, ceux qui soutiennent le jeune Alphonse XI, l'anti-roi manipulé par les grands nobles rebelles. La princesse Isabelle, prise en étau entre ces factions rivales, vit ces années le cœur profondément déchiré. Elle ressent une loyauté familiale naturelle envers son demi-frère Henri, le roi oint et consacré. Mais elle éprouve également une affection sincère et profonde pour Alphonse, son unique frère de sang, son compagnon d'enfance durant les années difficiles d'Arévalo. Comment choisir entre eux? Comment ne pas se sentir coupable, quel que soit le camp qu'elle favoriserait, même silencieusement dans son cœur? Cette anomalie politique d'avoir deux rois simultanés dans un seul royaume prend fin brutalement et tragiquement avec le décès soudain et mystérieux de l'enfant Alphonse le 5 juillet 1468 à Cardeñosa. Il n'avait que 14 ans. Les circonstances de sa mort restent troubles. Officiellement, il s'agit d'une épidémie de peste. Mais des rumeurs persistantes murmurent un empoisonnement. Isabelle, dévastée par cette perte, ne saura jamais la vérité. Elle perd son dernier parent proche de son âge, son dernier lien vivant avec leur enfance partagée. Après cet événement tragique, la situation politique se clarifie quelque peu. Henri IV, débarrassé malgré lui de son rival, se consacre à nouveau comme monarque absolu de Castille. Mais reconnaissant la faiblesse de sa position et l'impopularité qui l'entoure, il fait un geste politique majeur. Lors d'une cérémonie solennelle à Toros de Guisando en septembre 1468, Henri IV reconnaît officiellement Isabelle comme princesse héritière et successeur désigné au trône de Castille. Ce faisant, il écarte brutalement les droits de sa propre fille Jeanne, née en 1462 de son mariage avec Jeanne de Portugal. Cette jeune princesse Jeanne est appelée péjorativement par ses détracteurs la Beltraneja, surnom cruel dérivé du nom de Beltrán de la Cueva, duc d'Alburquerque et favori tout-puissant du roi.
Les rumeurs, alimentées par les ennemis d'Henri, insinuent sans cesse que Jeanne serait en réalité la fille illégitime de Beltrane et de la reine, résultat d'un adultère. On prétend qu'Henri, surnommé l'impuissant, serait incapable d'engendrer un enfant. Ces accusations de bâtardise, vraies ou fausses, poursuivront la pauvre Jeanne toute sa vie et justifieront son éviction de la succession. Pour Isabelle, cette reconnaissance comme héritière représente à la fois une opportunité inespérée et un fardeau écrasant de responsabilité. Chapitre 3. Le mariage secret et l'audace d'une princesse. L'année suivante, en 1469, Isabelle reçoit la nouvelle que le roi Henri IV, exerçant sa prérogative royale sur les mariages princiers, lui aurait arrangé une union avec le roi Alphonse V du Portugal, un veuf de 43 ans. Cette alliance matrimoniale présente des avantages politiques évidents pour Henri. Elle resserre les liens avec le puissant royaume voisin et éloigne Isabelle de la Castille, réduisant ainsi son influence potentielle sur les affaires intérieures. Ce n'était pas la première fois qu'Isabelle se voyait promise contre son gré. Des années auparavant, elle avait déjà été l'objet d'un projet de mariage avec Pedro Girón, maître de Calatrava, un homme puissant, riche et influent, mais également corrompu et bien plus âgé qu'elle. L'adolescente Isabelle, horrifiée par cette perspective, aurait passé des nuits entières en prière, suppliant Dieu de la délivrer de ce destin humiliant. Selon la légende, ses prières furent exaucées. Pedro Girón tomba subitement malade en route pour rencontrer sa future épouse et mourut en quelques jours, avant que le mariage ne puisse être célébré. Miracle divin ou coïncidence, Isabelle y vit la preuve que Dieu veillait sur elle. Mais cette fois-ci, avec le roi Alphonse V du Portugal, la situation diffère substantiellement. L'homme jouit d'une excellente santé et dispose du soutien d'une couronne puissante. Le refus serait beaucoup plus difficile, et Henri IV semble déterminé à imposer cette alliance. Isabelle, en revanche, a déjà arrêté son choix quant à son futur époux. Elle a pris sa décision, audacieuse et dangereuse. Son élection se porte sur Ferdinand, fils et héritier du roi Jean II d'Aragon, un jeune prince de son âge avec qui elle a échangé des lettres en secret durant plusieurs mois, grâce à l'aide discrète mais cruciale de son allié, l'archevêque Alfonso Carrillo de Tolède. Elle sait par leur correspondance et par les rapports qu'elle reçoit que Ferdinand se révèle courageux au combat, intelligent dans les négociations et qu'il partage avec elle cette foi catholique intense qui structure sa vision du monde. Il incarne le compagnon qu'elle désire, tant par affinité personnelle que par une stratégie politique brillamment calculée. Car Isabelle, malgré sa jeunesse, elle n'a que 18 ans, possède déjà une compréhension aiguë des réalités du pouvoir. Elle comprend qu'un mariage avec le roi du Portugal ferait d'elle une reine consort dans un pays étranger, éloignée de la Castille et de ses droits à la succession. En revanche, une union avec Ferdinand d'Aragon maintiendrait son pouvoir en Castille, tout en créant une alliance formidable entre les deux plus grandes couronnes de la péninsule ibérique. À l'insu de son demi-frère, le roi Henri, et défiant ouvertement sa volonté royale, Isabelle manœuvre discrètement mais avec une détermination de fer. Conseillée par l'archevêque Carrillo qui joue le rôle d'intermédiaire et de protecteur, elle décide d'organiser des noces clandestines avec Ferdinand. Le plan est audacieux, risqué, potentiellement catastrophique s'il échoue. Mais Isabelle ne recule pas. Elle a prié, elle a réfléchi, et elle est convaincue que c'est la voie que Dieu a tracée pour elle. Pour maintenir la discrétion absolument nécessaire de l'événement et éviter que les espions du roi Henri ne donnent l'alerte, Ferdinand d'Aragon, âgé de 17 ans, entreprend un voyage périlleux à travers des terres hostiles. Il arrive en Castille déguisé en simple palefrenier, vêtu de vêtements modestes et crasseux, accompagné seulement de 4 serviteurs fidèles. Il chevauche de nuit, évite les grands chemins, se cache dans des auberges obscures. C'est un prince royal qui voyage comme un fugitif, risquant sa vie et son honneur pour épouser une princesse qu'il n'a jamais vue de ses propres yeux. Lorsqu'il arrive finalement à Valladolid où Isabelle l'attend, épuisée par son long voyage secret, mais les yeux brillants d'excitation, les deux jeunes gens se rencontrent pour la première fois face à face. Selon les chroniques, ce fut un coup de foudre mutuel. Ils se plurent immédiatement, constatant avec soulagement que leurs attentes étaient comblées.
le 19 octobre 1469, dans l'intimité d'une cérémonie furtive organisée en toute hâte dans le palais de Juan de Vivero à Valladolid. Avec seulement quelques témoins triés sur le volet, Isabelle et Ferdinand échangent leurs vœux matrimoniaux et scellent une alliance qui changera non seulement leur destinée personnelle, mais le cours entier de l'histoire espagnole et mondiale. Leur mariage secret unit les deux couronnes les plus puissantes de la péninsule ibérique, la Castille et l'Aragon. Il ne s'agit pas uniquement d'un acte d'amour romantique entre deux jeunes gens, bien que cette dimension existe. C'est surtout un mouvement politique d'une brillance exceptionnelle qui consolidera la position précaire d'Isabelle en Castille, renforcera sa légitimité face aux nobles rebelles et posera les fondations inébranlables de la future unification de l'Espagne sous une seule monarchie duale. Lorsque Henri IV apprend ce mariage qui s'est déroulé dans son dos, en violation flagrante de son autorité royale, il entre dans une rage folle. Il dénonce Isabelle comme rebelle, la déshérite, et reconnaît à nouveau sa fille Jeanne la Beltraneja comme héritière légitime du trône de Castille. La guerre, dès lors, devient inévitable. Mais Isabelle et Ferdinand ont fait leur pari, ensemble. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteront côte à côte. Chapitre 4. La guerre de succession et l'affirmation du pouvoir. La Castille revêt ses habits de deuil. Par une matinée glaciale du 11 décembre, alors que l'hiver s'installe sur les plateaux castillans, Isabelle reçoit la nouvelle qu'elle attendait avec une angoisse mêlée d'espoir depuis des années. Son demi-frère, le roi Henri IV, vient de mourir dans son palais de Madrid, probablement d'une maladie chronique qui le rongeait depuis longtemps. Le royaume se retrouve sans souverain. La succession est ouverte, disputée, dangereuse. Sans attendre, sans perdre une seule journée qui pourrait permettre à ses adversaires de prendre l'avantage, Isabelle agit avec une rapidité et une décision qui stupéfient même ses partisans. Elle convoque immédiatement les autorités de la ville de Ségovie où elle se trouve. Elle exige avec une autorité qui ne tolère aucune contestation la reconnaissance immédiate de ses droits héréditaires au trône de Castille. Le 13 décembre 1474, seulement 2 jours après le décès d'Henri IV, se déroule une cérémonie qui restera gravée dans les mémoires. Face au peuple rassemblé de Ségovie sur la place centrale de la ville, Isabelle prend elle-même la couronne royale et, faisant preuve d'une audace extraordinaire et peu commune pour une femme de son époque, se la pose sur la tête. Elle se proclame reine propriétaire de Castille, par droit héréditaire, par la volonté de Dieu et par sa propre détermination inébranlable. À seulement 23 ans, sans attendre l'approbation des nobles, sans demander la permission aux Cortés, Isabelle s'empare du pouvoir royal. Ce geste soulève immédiatement des controverses. Certains nobles protestent, les partisans de Jeanne la Beltraneja crient à l'usurpation. Même Ferdinand, son époux, se sent quelque peu offusqué. Selon les traditions féodales, en tant qu'homme, il devrait être reconnu comme roi de plein droit de Castille à travers son mariage, reléguant Isabelle au rôle de reine consort. Mais Isabelle ne l'entend pas de cette oreille. Elle impose, après d'âpres négociations avec son mari, un compromis révolutionnaire exprimé par la formule « Tanto monta, monta tanto, Isabelle como Fernando ». L'un vaut l'autre, Isabelle autant que Ferdinand. Ils régneront conjointement avec des pouvoirs égaux, mais Isabelle conserve ses droits souverains sur la Castille. C'est une victoire féministe avant la lettre, une affirmation du droit d'une femme à gouverner de son propre chef. Cependant, le couronnement précipité d'Isabelle ne constitue que le début des épreuves. La jeune reine fait face immédiatement à une menace directe et mortelle contre sa légitimité contestée. Sa nièce Jeanne la Beltraneja, maintenant âgée de 12 ans, refuse de reconnaître Isabelle, soutenue activement par un groupe important de nobles dissidents castillans, qui voient en elle une souveraine plus malléable et manipulable, et surtout par son oncle et fiancé Alphonse V du Portugal, qui espère à travers ce mariage devenir roi de Castille. Jeanne se proclame elle aussi reine légitime de Castille. En quelques semaines seulement, le royaume se déchire et se divise en 2 camps ennemis. Des familles se brisent, des villes choisissent leur camp, des alliances se nouent et se dénouent. La guerre civile éclate avec une violence terrible. Ce conflit fratricide, connu sous le nom de guerre de succession de Castille, s'étendra sur les 4 années suivantes, de 1475 à 1479. Ce sont 4 années de batailles sanglantes, de sièges épuisants, de trahisons douloureuses, d'incertitudes constantes quant à l'issue finale.
Isabelle, cependant, ne recule jamais d'un pouce. Sa conviction demeure aussi inébranlable que le roc de Castille. Elle se sait dans son droit, elle croit que Dieu est de son côté, et elle refuse absolument de courber la tête devant quiconque, homme ou femme. Bien que le trône fraîchement conquis ne tienne qu'à un fil ténu, constamment menacée par les armées portugaises et les rebelles castillans, elle travaille sans relâche. Elle rassemble méthodiquement des loyautés, flattant les uns, promettant aux autres, menaçant les hésitants. Elle ordonne la mobilisation des troupes fidèles. Elle organise minutieusement la défense de son droit et de son royaume. Elle prouve également qu'elle possède un talent remarquable pour l'administration et la logistique, souvent négligé dans les récits héroïques mais absolument crucial pour gagner une guerre. Elle s'assure que les soldats sont payés à temps, que les vivres arrivent au camp, que les forteresses sont réparées et approvisionnées. Durant ces 4 années éprouvantes, une répartition naturelle des rôles s'établit entre les 2 époux royaux. Ferdinand, jeune homme énergique et courageux formé aux armes depuis l'enfance, brandit l'épée et commande les armées sur le champ de bataille. Isabelle, l'esprit stratégique et la volonté de fer, maintient la couronne et gouverne le royaume depuis l'arrière. Unis dans l'adversité, soudés par un objectif commun, ils représentent le parfait équilibre entre le jugement politique et la force militaire, entre la diplomatie et le combat. Ensemble, ils forment une équipe redoutablement efficace qui ramènera progressivement l'ordre en Castille par le fer et par la ruse. Pendant que les soldats dorment épuisés après les batailles, Isabelle veille en silence dans l'obscurité de sa tente ou de ses appartements. À la lueur vacillante des chandelles, elle étudie des rapports, rédige des lettres, prend des décisions qui affecteront des milliers de vies. Son âme s'incline humblement devant Dieu dans la prière nocturne, mais jamais, au grand jamais, elle ne s'incline devant les hommes. La lutte s'avère féroce, brutale, sans merci. Épée qui s'entrechoque dans un fracas métallique, lance qui transperce les armures et les chairs, sang qui imprègne la terre de Castille. Trahison qui poignarde dans le dos les confiances mal placées.